24 heures Afrique tous les soirs sur Al24 News. Merci d'être des nôtres avec l'édition du jour que nous entamerons sans tarder avec la situation politique malienne. Un pays en émoi dans l'attente des résultats du référendum de la nouvelle constitution. Les premières tendances devraient poindre dans les prochaines 48 heures. Mais quelle que soit l'issue, le chef de la transition, le colonel Assimi Goïta, en appelle à la solidarité nationale. Le référendum sur la nouvelle constitution organisé dimanche au Mali est non seulement un indicateur de l'adhésion des Maliens au changement constitutionnel voulu par le gouvernement de transition dirigé par le colonel Assimi Goïta, mais aussi un véritable test pour Bamako afin de montrer son habilité à organiser un scrutin d'envergure nationale. Après s'être prêté à l'exercice de son devoir civique, colonel Goïta s'est dit convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, fort efficace et émergent au service du bien-être de la nation. Et je suis convaincu que ce référendum ouvrira la voie à un Mali nouveau, un Mali courant, un Mali fort, un Mali efficace, un Mali au service du bien-être des populations. Et je voudrais lancer aussi un appel à tous les Maliens, quelle que soit l'issue des résultats de ce référendum, de se donner la main, de faire l'union sacrée autour du Mali. En dépit de multiples obstacles caractérisés par la fragilité sécuritaire et difficultés économiques que traverse le pays, le référendum constitutionnel s'est tenu dans de bonnes conditions, malgré les voix d'opposition et les appels au boycott. Plus de 8 millions d'électeurs se sont prononcés sur ce texte capital pour la vie de la nation dans une ambiance calme, empreinte de sérénité. Ce projet référendaire ayant pour objectif de promulguer une nouvelle constitution est, selon de nombreux observateurs, une étape cruciale de la nécessaire de la reconstruction institutionnelle qui s'inscrit dans une dynamique de renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernance et de l'état de droit. Toujours au sujet du Mali, à l'ONU, Abdoulaye Diop, le ministre des Affaires étrangères, met en garde contre tout type d'instrumentalisation d'enquête autour des droits de l'homme. Il veut parler bien sûr de l'enquête de Moura, où les résultats conclus par l'ONU ont été jugés spécieux par Bamako. Nous réitérons notre ferme opposition à toute tentative d'instrumentalisation et de politisation de la question des droits de l'homme et au traitement à géométrie variable de cette problématique. À cet égard, il est paradoxal de noter la célérité avec laquelle la mission d'établissement des faits a été mise en place, alors qu'au même moment, le Mali portait plainte devant le Conseil de sécurité des Nations Unies le 15 août sur les actes d'agression de la France contre la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali à des fins de déstabilisation. Et on reste aux Nations Unies pour parler de la situation en Libye. Au menu d'une séance de consultation à huis clos, l'envoyé spécial pour le pays, Abdoulaye Bathily, a déclaré que les lois électorales proposées par les conseils législatifs de Libye sont un pas en avant, mais loin de suffire pour assurer la tenue d'un vote. Et puis, chez un autre de nos voisins, la Tunisie, des ministres allemands et français de passage dans le pays pour débattre autour de la thématique de la migration irrégulière. Nancy Faeser et Gérard Darmanin, deux ministres de l'Intérieur reçus par leur homologue Kamel Fekki. Soudan, les jours passent et le chaos s'installe. Pour pallier à la violence et la désolation, la communauté internationale a promis une aide de 1,5 milliard de dollars. Cette somme ne représente que la moitié du total dont les ONG estiment dont le pays a besoin, où 25 millions de Soudanais, soit plus de la moitié de la population, dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. En 2 mois de guerre, rappelons que le bilan est lourd, puisque plus de 2000 personnes sont mortes selon l'ONG ACLED et plus de 2,5 millions de personnes ont été forcées de fuir ailleurs, vers des pays et autres contrées limitrophes.
Nigeria, en bref, où de nouveaux affrontements dans le centre ont fait 13 morts, et ce, entre communautés d'agriculteurs et d'éleveurs. Ces dernières semaines, l'État de Plateau a connu une résurgence des tensions et des conflits meurtriers entre deux groupes qui se disputent l'exploitation de la terre et des ressources. Les autorités locales, qui craignent un embrasement des violences, ont déployé des forces de police mobiles dans plusieurs districts de l'État, dans une région avec un haut taux de criminalité, avec des gangs qui mènent des expéditions ciblées dans des villages voisins et se livrent à des enlèvements de masse et des pillages. Autre sujet du jour, avec ces familles entières en deuil en Ouganda suite à une violente attaque terroriste perpétrée contre un lycée à la frontière avec la RDC. 41 personnes, dont 37 élèves, ont lâchement été tuées. Le pays entier est bouleversé. Naliman Zakar. Le chagrin est inconsolable pour les familles des victimes qui commencent à enterrer leurs proches, tandis que d'autres recherchent désespérément leurs enfants portés disparus. Ces derniers restent dans l'incompréhension d'un tel acte barbare. L'attaque terroriste dans un lycée qui a fait au moins 41 morts à Mpondoué, à moins de 2 km de la frontière avec la RDC, avait interrompu des chants de gospel qui se sont transformés en cris. Les terroristes étaient entrés dans les dortoirs de l'établissement, y avaient mis le feu et s'étaient servis de machettes pour tuer et mutiler les élèves avant de prendre la fuite vers les territoires congolais, enlevant, selon l'armée et la police locale, 6 personnes. Ils ont commencé à tirer sur les fenêtres et sur la porte. Nous sommes allés nous cacher sous nos lits, par terre. Ils ont continué à tirer sur les fenêtres. L'un de nous a reçu une balle et s'est mis à crier au secours. Comme ils n'ont pas réussi à ouvrir la porte, ils ont continué à tirer sur les fenêtres, puis ont incendié notre dortoir, alors que nous étions dedans. Ils se sont ensuite rendus vers le dortoir des filles. Dans un message adressé à la population, le président ougandais Yoweri Museveni a fait le point sur cette attaque, comptée comme la plus meurtrière du pays depuis 2010. Il qualifie le raid d'acte désespéré et lâche et promet d'éliminer les responsables. En 2021, l'Ouganda et la RDC ont lancé une offensive conjointe pour chasser les terroristes de leur bastion congolais, mais ces opérations n'ont jusqu'à présent pas permis de mettre fin aux attaques du groupe. Sport football, les sélections algériennes et tunisiennes ont effectué leur dernier entraînement cet après-midi avant de se rencontrer en match amical demain à 20h au stade du 19 mai à Annaba. Une joute amicale d'une importance capitale pour les deux sélectionneurs avant les prochaines séances. Salah Faisal. 12 ans après, la sélection algérienne sera de retour au stade du 19 mai 1956 de Annaba, où elle jouera son match amical mardi soir face à une équipe mondialiste, la Tunisie. Un match amical certes, mais d'une importance pour les deux sélections afin de mieux préparer les prochaines échéances qui arrivent à commencer par la CAN de 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Les deux sélections sont déjà qualifiées avant même la fin de la phase des éliminatoires. 2 dates FIFA ont été prévues pour ce mois de juin, du 12 au 20, ce qui ne donne pas beaucoup de temps de repos aux deux sélections, qui ont disputé la 5e journée des éliminatoires de la CAN en déplacement. Deuxième au classement du groupe J avec 10 points, la Tunisie s'est inclinée samedi à Malabo face à la Guinée équatoriale en but à 0. 2 points seulement la séparent de son adversaire du jour. Dimanche à Douala, l'Algérie n'a pas tremblé. Une victoire nette et sans bavure, 2-1. L'attaquant du FC Lugano, Mohamed Lamine Amoura, s'est illustré en inscrivant un doublé. Djemal Belmadi a laissé ses cadres au repos, donnant la chance aux jeunes et aux nouveaux venus. Un tout autre 11 sera contrairement aligné mardi soir pour cette joute amicale. Depuis l'arrivée de Belmadi à la tête de la sélection, l'Algérie a rencontré la Tunisie à 2 reprises, toujours en amical, et 2 victoires pour les Verts. La première enregistrée en mars 2019 en préparation de la CAN d'Égypte, une victoire d'1-0, but signé Berdad Bounjah. Le second match a eu lieu à Rades, victoire des Algériens, 2-0 de Bounjah et Mahrez. À 6 mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations, le sélectionneur des Aigles de Carthage, Djalal El Qadri, essaiera de trouver des solutions offensives face à l'Algérie et regagner la confiance de ses supporters.
Voilà, ça sera tout pour l'édition du jour. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo et la suite des programmes sur Al24 News. Et quant à moi, je vous dis à demain.